J'ai trouvé l'au-delà C'est un premier roman, extraordinaire. C'est écrivain français. le plus beau livre d'amour, de témoignages d'amour que j'ai lu. Alors en fait, c'est l'histoire. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Je dis merci, mais en même temps, c'est tellement... Quand on a Jean d'Ormesson avec nous, c'est juste un honneur que vous nous faites, Jean. C'est pire, c'est un plaisir. Bon, d'accord, allez. Alors, on va évidemment parler de toute votre histoire, de toute votre carrière, Jean, mais avant, je voulais vous faire réagir sur quelque chose, parce que tout le monde a de l'admiration pour vous, tout le monde parle de vous en bien. En ce moment, il y a des auteurs qui sont moins bien traités que vous, et notamment par les jeunes lycéens qui viennent passer le bac, qui ont envoyé des tweets et des messages sur Victor Hugo et sur Alfred de Musset, les traitant de tous les noms d'oiseaux. Je voulais savoir ce que ça vous faisait à vous, effectivement, que des jeunes réagissent comme ça devant des sujets qui leur ont paru trop difficiles et une littérature qui leur a paru un peu archaïque. D'abord, je voudrais dire que je trouve souvent les sujets du bac un peu décevants. Et cette année, je les ai trouvés très bons. En philosophie, vous savez, il y a eu le but de la vie est-il d'être heureux? Un très beau sujet. Et un autre sujet, l'œuvre d'art appartient-elle à son auteur? Très beau sujet. Est-ce qu'un livre appartient à son auteur ou est-ce qu'il ne partage pas ce livre avec les lecteurs? Moi, je crois vraiment que le livre est partagé entre auteur et lecteur. Alors, sur Victor Hugo, c'est consternant. Je voudrais prendre la défense de mon confrère. Vous savez que Victor Hugo était passionnément aimé en son temps. Il était porté en triomphe dès qu'il sortait. Et vous savez qu'il meurt en 1885. Et l'enterrement de Victor Hugo a lieu à Paris avec 1 million ou 2 millions de participants. Et ce n'est pas une légende. 9 mois après, on peut consulter les archives de la ville de Paris. 9 mois après, la natalité fait un bond significatif. Ce qui montre que même après sa mort, il avait eu une grande influence. Donc, prenons la défense de Victor Hugo. Je peux vous poser une question? Vous avez toujours voulu être écrivain? L'idée d'être écrivain ne m'a pas traversé la tête pendant 30 ans. Non pas que je ne connusse pas, on dit ça? C'est vous qui savez, c'est vous le gardien de la langue française. Je ne connusse pas la littérature, mais je la connaissais un peu. J'ai passé l'agrégation de philosophie, mais j'avais préparé l'agrégation de lettres. Et je ne voyais pas l'utilité d'ajouter quelque chose à Échille, à Sophocle, à Cervantes et à Tolstoï. Et alors on me dit en général, mais alors pourquoi est-ce que vous avez écrit un livre? Eh bien, je vais vous faire un aveu, j'ai écrit mon premier livre pour plaire à une fille. Ça nous étonne beaucoup, Jean, de vous. Et vous savez, ce qui va peut-être vous étonner encore plus, c'est que ça lui a été complètement égal. Elle préférait les coureurs automobiles. Elle avait raison, je crois, d'ailleurs. Et puis alors, une fois, vous savez, une fois qu'on a essayé, c'est très difficile de ne plus écrire. Et je dois vous dire que mes premiers livres n'ont pas eu énormément de succès et que j'ai écrit un livre qui s'appelait « Au revoir et merci ». Oui. Et ce livre-là était vraiment un adieu à la littérature. Mais c'était un peu un serment d'ivrogne. J'étais à l'UNESCO, je m'occupais de sciences humaines. Je me suis dit, les sciences humaines, ça ferait un roman formidable. Et j'ai écrit un roman de 600 pages sur les sciences humaines qui a été, je le dis pour ceux qui écrivent, qui a été refusé par plusieurs maisons d'édition, que j'ai apporté chez Gallimard et qui a fait, je crois, 300 000 exemplaires. Alors, vous avez un public... C'était la gloire de l'Empire. Vous avez un public extrêmement large, avec des âges très variés. Ça, c'est quand même très intéressant. D'ailleurs, il y a même un groupe de rock qui avait votre nom tatoué. Vous avez le joueur un public de... jeune également. Oui, ça, le c'est joueur très de... intéressant. Alors, il y a un groupe de rock qui s'appelle le Jean d'Ormesson Rock Suicide Club. Je suis le seul académicien à avoir un club de rock. Et vous savez tous que Julien Doré, qui a un énorme talent, a mon nom tatoué sur son épaule.
je voudrais peut-être ajouter un mot. La seule peut-être modeste fierté que j'ai, c'est que pendant de longues années, j'ai vu arriver des jeunes filles très jolies qui me disaient « Ma mère vous admire tellement ». Ensuite, ça a été « Ma grand-mère vous admire tellement ». Et je suis arrivé jusqu'à une charmante jeune fille qui m'a dit « Mon arrière-grand-mère vous admire ». Et je dois vous dire que depuis 5 ou 7 ans, maintenant, je vois des dames d'un certain âge qui me disent « Mon petit-fils vous aime bien ». Alors ça me fait plaisir, voilà. Vantons-nous un peu. Et vous attribuez ça à quoi? Vous attribuez votre vos nouveaux groupies jaunes à quoi? Oh, je pense que probablement à une certaine forme de gaieté, à une certaine forme. Je n'aime pas beaucoup ce qui est pompeux. Je n'aime pas les. J'aime pas les. Je me méfie beaucoup des institutions. On dira que j'ai vécu dans les institutions. L'Académie française est une institution. Le Figaro est une institution. L'UNESCO est une institution. Peut-être que j'ai fait tout ça pour plaire à mon père qui était mort et qui aimait bien les institutions. Mais en réalité, bon, j'ai essayé d'être aussi indépendant que possible, de prendre les choses le mieux possible. J'ai longtemps passé pour un écrivain du bonheur. Je sais très bien que ce monde est très dur et très cruel, mais je pense qu'il faut essayer de s'arranger avec lui pendant les quelques trimestres que nous avons à passer ici-bas. Et peut-être que ça m'a valu l'indulgence des jeunes gens. On a quelque chose de commun tous les deux. On a quelque chose de commun tous les deux. C'est pas la houppette, hein. On a connu une époque où il n'y avait pas le portable. Et qu'est-ce que vous pensez de notre époque maintenant avec les ordinateurs, les portables, tout ce qui est électronique? Je dois vous dire que je trouve tout ça absolument épatant. Je suis très pour les portables, je suis très pour les ordinateurs. Je suis d'ailleurs, en général, je crois à quelque chose de bizarre qui s'appelle le progrès. Il faudrait en parler longuement. Chaque progrès entraîne de nouveau des problèmes. Mais enfin, je suis tout à fait pour ces nouveaux instruments. Je ne m'en sers pas simplement. Je n'ai jamais eu de montre. Je déteste les agendas. Je n'aime pas beaucoup le téléphone. Je crois que quand le téléphone est entré dans les mœurs au début du XXe siècle, je crois que Forain avait dit à un de ses amis qui s'était fait installer le téléphone, « Alors, on te sonne et tu y vas. » Ben voilà. Alors, sans trahir un secret, puisque vous en aviez parlé, vous avez été très malade il n'y a pas très longtemps, vous en êtes sorti. Est-ce que, du coup, ce que vous vivez aujourd'hui, c'est quoi? C'est des années en plus, c'est des choses en plus qui vous font voir la vie autrement ou pas? Oui, j'ai en effet été malade. J'ai eu un peu plus d'1 an de ma vie qui a été rayé. J'ai passé 8 mois à l'hôpital et j'en suis sorti d'abord avec 2 sentiments, probablement. D'abord, une grande admiration pour le système médical français. Le système médical français est formidable. J'espère qu'il pourra durer. Quelquefois, je me dis, j'ai connu aussi une école française qui était merveilleuse. Et hélas, aujourd'hui, elle est quand même en crise. J'espère que le système médical français pourra durer. Et la deuxième chose, c'est évidemment que je suis sorti avec un sentiment que les communistes appelleraient la solidarité, que les bouddhistes appelleraient la compassion, que les chrétiens appelleraient la charité. J'ai vu qu'il y avait des gens tellement malheureux, tellement plus malheureux que moi, que je me suis dit, il faut un peu s'occuper des autres. Vous me parliez du sujet du bac, le bac de philo, c'était « Le but de la vie est-il d'être heureux ?» Eh bien, je répondrais volontiers « Oui, le but de la vie est d'être heureux. »
Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont au-dessus du bonheur? Est-ce que la vérité, la justice, la beauté, quelque chose qu'on appelait jadis le devoir et qui a tout à fait disparu, est-ce que tout ça n'est pas quand même supérieur au bonheur? Et finalement, est-ce que le meilleur moyen d'être malheureux n'est pas de penser uniquement à soi-même? Je pense que pour être heureux, il faut que les autres ne soient pas trop malheureux. Dans la préface de votre dernier bouquin, vous dites mon rêve, c'est d'écrire un roman sur rien. Est-ce que vous y êtes arrivé là? Oui. Sans être mauvaise langue, hein. Oui, alors, oui. Oui. Vous avez tous lu peut-être un peu de Flaubert, vous avez peut-être lu Madame Bovary ou L'éducation sentimentale ou Salammbô. Ce qui est le plus beau chez Flaubert, c'est sa correspondance. Sa correspondance est très difficile à trouver parce qu'elle est énorme. Il y a des tas de volumes de sa correspondance, mais la correspondance de Flaubert est en livre de poche. Voilà. Et elle est très bien choisie. Et cette correspondance est absolument merveilleuse. Pour qui s'intéresse si peu que ce soit à la littérature, il faut lire la correspondance de Flaubert. Et Flaubert dit à un moment donné, il écrit à sa maîtresse qui s'appelle Louise Collet, et il dit « Je voudrais écrire un roman sur rien ». C'est-à-dire, je voudrais écrire un roman qui ne soit pas sur des anecdotes. Et ça prend une force extraordinaire à notre époque, où nous avons vu tant de romans qui répètent éternellement la même chose. Il s'agit toujours de coucher avec quelqu'un d'autre que la personne avec laquelle on vit. C'est éternellement ça, les romans. Et Paul Valéry disait j'en ai assez de la marquise qui sort à 15 heures. Et les surréalistes avaient condamné le roman. Je me suis dit, il faut écrire un roman sur rien. Et je me suis dit, mais où est-ce qu'il y a du rien? Eh bien, il y a du rien dans deux endroits. D'abord, il n'y a rien après notre mort. On dit après notre mort que nous allons dans le néant, et il n'y a rien avant nous, alors beaucoup plus loin. Il y a 14 milliards d'années, il y a un Big Bang. Vous savez tous que le Big Bang est maintenant presque unanimement accepté par la science. Et qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Eh bien, j'ai essayé de faire un roman sur ce qu'il y a avant le Big Bang et sur ce qu'il y a après la mort. Et on parlait du progrès, vous êtes pour le progrès, mais est-ce que le téléphone ne va pas quand même ruiner définitivement les correspondances? Est-ce qu'il y aura encore des livres de correspondance? Je me rappelle que j'avais fait un article dans le Figaro suppliant le ministère de l'Intérieur de me mettre sur écoute. Parce que je me disais, comme on ne correspond plus maintenant, on ne saura plus rien de moi, il faut absolument qu'on écoute toutes mes conversations. Je vais poser la question la plus stupide du monde. Non, ça m'étonnerait. Mais si. Ça m'étonnerait. Deux auteurs indispensables, les gens qui vous écoutent. Pour vous, quels sont les deux auteurs indispensables à acheter sur ce salon du livre de poche? Je ne sais pas si la Bible est en livre de poche. Oui, bien sûr. Eh bien, la Bible, c'est une bonne lecture, vous savez. Et puis, si vous voulez absolument un seul nom, eh bien, je dirais Homère, achetez l'Iliade et l'Odyssée. L'Iliade, c'est un formidable roman où il y a tous la guerre, le sexe, les femmes, les hommes, l'homosexualité, les dieux, tout, absolument tout. Et l'Odyssée, c'est un film formidable. Il y a sans cesse des flashbacks et des aventures extraordinaires. Un seul nom, Homère. Sur une île déserte, c'est ça que vous emmenez? Sur une île déserte, c'est ça que vous emmenez? Sur une île déserte, c'est ça que vous emmenez? Je crois que sur une île déserte, j'emporterai quand même la Bible, parce qu'il y a l'Ancien Testament qui est épatant. L'Ecclésiaste, c'est quand même épatant. L'Ecclésiaste,
c'est déjà, il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui est très pessimiste, qui s'appelle Cioran. Ah oui. Et Cioran avait des formules comme « Les enfants que je n'ai pas eus ne savent pas tout ce qu'ils me doivent. Ah, c'est super. » C'est quand même assez bien. Eh bien, l'Ecclésiaste est plein de réflexions comme celle-là. Et l'Évangile de Saint Jean, c'est pas mal non plus. Bah, je crois que voilà, Voilà. on va retrouver Jean d'Ormesson qui va dédicacer ses livres Absolument. et qui aura un Merci. plaisir de vous parler de l'Ecclésiaste et de Homère. Et je le Merci. remercie vraiment énormément d'avoir accepté notre invitation parce qu'il fait chaud, c'est voilà. Et je vous remercie beaucoup. Et je suis sûr que vous avez fait plaisir à énormément de gens aujourd'hui. Merci. Merci à vous Merci. tous. Vous Merci à nous- vous tous. Merci à vous. Voilà, retrouvez-nous prochainement sur le blog de la Griffe Noire, donc en compagnie de Jean d'Ormesson. Et puis sachez que dans quelques instants, mieux que la cérémonie des Césars, mieux que la cérémonie du Festival de Cannes, la remise des prix de Saint-Maur-en-Poche adultes, en compagnie des membres du jury évidemment, et nos 2 maîtres de cérémonie qui sont dans le coin, Mélanie Morin et David Medioni. À tout de suite, vous ne bougez surtout pas. L'amour que j'ai lu, Alors en fait, c'est l'histoire